Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là et merci au comité organisateur pour cette opportunité de participer à un colloque qui jusqu'ici est très riche, très stimulant. Alors moi, je m'intéresse plus particulièrement à la question de la justice intergénérationnelle, question qui est fascinante parce que c'est un véritable panier de crabes. Pour justifier les obligations de justice envers les générations futures, on fait face à toutes sortes d'obstacles théoriques. Et l'obstacle théorique qui m'intéresse, c'est celui de la non-réciprocité. Alors, dans un premier temps, je vais expliquer ce problème et je vais montrer en quoi c'est une difficulté hautement problématique pour certaines conceptions de la justice, pour les conceptions de la justice qui sont relationnelles, qui sont coopérativistes, notamment rawlsiennes. Et puis, dans un second temps, je vais me pencher vers l'alternative naturelle, la réponse la plus naturelle pour désamorcer ce problème de la non-réciprocité. Et cette réponse, c'est celle de la réciprocité indirecte descendante. Mais je vais montrer que cette approche, bien qu'elle soit très fortement intuitive, a certaines lacunes d'un point de vue motivationnel. Alors c'est pour ça que je crois que ça doit nous inciter à, chercher une autre alternative, ce que je vais faire dans un troisième temps. Alors le point de départ de cette présentation est, je parle de John Rawls et de sa conception de la justice comme réciprocité. C'est une conception de la justice qui se situe à mi-chemin entre l'impartialité, l'inspiration kantienne, et la justice comme avantage mutuel, l'inspiration plutôt humienne ou hobbesienne. Bon, je n'ai pas besoin de décrire ces deux pôles dans le détail. Je me concentre sur la justice comme réciprocité. C'est une conception de la justice, en fait, qui conjugue deux éléments, le coopérativisme et le déontologisme. Alors, l'idée du coopérativisme, c'est que on est en situation de dépendance mutuelle, on a besoin les uns des autres pour coopérer, pour produire tous les biens qui nous permettent de mener une vie satisfaisante. Mais, et là c'est le versant déontologique, aussitôt qu'on coopère, dès qu'on produit un surplus coopératif, se pose la difficile question de la division de ce surplus coopératif, donc de la répartition des fruits de la coopération sociale. Et ce que Rawls nous dit, c'est que comme nous sommes moralement égaux, comme on se reconnaît comme moralement égaux, la répartition par défaut, donc la baseline, le point de référence, doit être une répartition égalitaire des fruits de la coopération. Et plus précisément, comme on se reconnaît comme moralement égaux, on ne peut tolérer que des raisons moralement arbitraires influencent la répartition de ce surplus coopératif. Alors pour Rawls, par exemple, les différences de talent ou d'intelligence, ce sont des caractéristiques moralement arbitraires, parce que ça dépend de facteurs, de circonstances extérieures. Mais si, par exemple, les inégalités peuvent profiter à tout le monde et aussi aux plus défavorisés, dans ce cas-là, on a une raison moralement pertinente pour s'écarter de cette baseline, pour s'écarter de cette répartition prima facie. Alors, ce que je dois bien mettre en lumière pour la suite de la présentation, c'est que la réciprocité, c'est bel et bien une exigence normative. Comme on se reconnaît comme moralement égaux, la répartition doit être a priori égalitaire. Mais c'est une exigence normative qui repose sur une certaine condition factuelle. Il y a bel et bien interaction mutuellement avantageuse. Alors, c'est une exigence normative qui s'inscrit toujours dans une pratique. Alors, pour connaître l'étendue de la justice ou l'étendue de l'exigence égalitaire, de l'exigence de réciprocité, on doit connaître l'étendue de cette pratique, l'étendue de la coopération. Alors, dans le débat sur la justice globale, ça fait couler énormément d'encre depuis une quinzaine d'années, depuis la publication de The Law of People de Rawls. Alors, la question de savoir si la coopération internationale est suffisante pour enclencher son principe égalitaire, son principe de différence, ou si l'égalitarisme s'applique seulement dans la sphère domestique. Alors, débat super intéressant. Et moi, la discussion que j'ai envie d'avoir avec vous aujourd'hui, c'est cette discussion, mais dans le contexte intergénérationnel. Est-ce qu'il y a une pratique, est-ce qu'il y a une forme de coopération entre les générations suffisante pour enclencher cette obligation égalitariste? J'aurais voulu faire une petite parenthèse sur l'obligation du retour équitable, mais j'ai peur de manquer de temps, donc je vais passer par-dessus. Alors, comme je le disais, l'étendue de la justice dépend de l'étendue de la coopération. Mais bien entendu, les générations éloignées les unes des autres ne coopèrent pas entre elles. C'est ce que j'appelle le paradigme de la non-réciprocité, qui est largement admis parmi les penseurs de la justice entre les générations. Rawls, notamment, admet ce paradigme quand il dit, par exemple, que les bénéfices économiques ne vont que dans une direction. L'idée, c'est que les générations futures ne peuvent nous affecter. Elles ne peuvent nous procurer un bénéfice ou nous causer un tort. Alors, il ne semble pas y avoir de coopération entre les générations éloignées. Ah oui, j'ai mis aussi une citation de Brian Barry, simplement pour montrer que, en fait, c'est une diversité d'auteurs de différentes approches qui appartiennent à différentes écoles de pensée qui admettent ce paradigme de la non-réciprocité. Je parlais de la justice comme réciprocité à mi-chemin entre la justice comme avantage mutuel et la justice comme impartialité. Brian Barry, lui, appartient plutôt à la justice comme impartialité. C'est la conception qu'il défend. Et pour cette conception,
le problème de la non-réciprocité, en fait, est un faux problème, parce que c'est une conception qui n'est pas relationnelle, donc on n'a pas besoin de s'inscrire dans une pratique déjà existante pour penser nos exigences normatives. Alors pour eux, c'est un problème dissous. Alors, aucune coopération entre les générations éloignées, mais ça ne peut pas dire qu'il n'y a aucune obligation de justice vis-à-vis de ces générations. Rawls va comprendre ces obligations différemment. Ce qu'il met de l'avant, c'est, bon, on en a discuté plus tôt, c'est le principe d'épargne. Et dans mon interprétation, le principe d'épargne, en fait, est un principe non relationnel. C'est-à-dire que c'est un principe qui est basé simplement sur notre humanité commune, mais qui ne s'inscrit pas dans une interaction préexistante. Alors, moi, par exemple, je ne crois pas que la bonne interprétation du principe d'épargne soit de l'inscrire dans la réciprocité indirecte descendante. Je ne crois pas que ce soit la conception rawlsienne de la justice intergénérationnelle, mais bon, il y a un petit clash d'interprétation ici. Mais ce qui est important, c'est que le principe d'épargne n'est pas un principe égalitaire. C'est un principe suffisantiste, qui nous dit que ce qu'on doit faire pour les générations futures, c'est de leur en laisser assez, de leur en laisser suffisamment pour qu'elles puissent maintenir des institutions justes. Alors, il définit un certain seuil de suffisance, et l'important, c'est de rester au-dessus de ce seuil. Moi, c'est un principe que je trouve plutôt insatisfaisant, puisque si on est en contexte de surplus, ça signifie, l'implication logique, c'est qu'on peut consommer ce surplus, en autant qu'on reste au-dessus du seuil. Alors, les générations actuelles pourraient détruire 2-3 écosystèmes, brûler 2-3 musées, en autant qu'on reste au-dessus du seuil. En autant que les générations futures puissent maintenir des institutions justes, on respecterait le principe d'épargne. Alors moi, c'est cette conclusion fortement contre-intuitive qui me pousse à chercher une alternative pour justement renverser le paradigme de la non-réciprocité. Alors, la réponse qui, à mon avis, saute aux yeux, c'est celle de la réciprocité indirecte descendante. Et bon, je crois que celui qui a vraiment formulé cette approche de la façon la plus élégante et la plus claire, c'est Léon Bourgeois dans son solidarisme. Alors, l'idée est simple, c'est que nous avons reçu un patrimoine des générations passées et en héritant de ce patrimoine, petite parenthèse, quand je parle de patrimoine, c'est autant les richesses, les techniques de production, les richesses culturelles aussi, etc. L'ensemble, c'est le panier de biens qu'on reçoit des générations antérieures. Alors, les générations antérieures, en nous transmettant ce patrimoine, nous ont en quelque sorte relayé une dette. Nous avons contracté une dette en recevant ce patrimoine. Mais pour régler la note, pour rembourser cette dette, nous devons nous tourner vers nos successeurs. Alors, c'est une forme de réciprocité qui est indirecte et qui est descendante. Et ce que je dois bien mettre en lumière, c'est que cette forme de réciprocité indirecte descendante, cette forme d'endettement intergénérationnel, relie l'ensemble des générations. Ouais. Bon, évidemment, ce sont nos prédécesseurs immédiats qui font le relais, avec lesquels on interagit. Mais en réalité, si quelques générations éloignées avaient dilapidé complètement le patrimoine, nos prédécesseurs immédiats n'auraient pas eu grand-chose à nous transmettre. Et le raisonnement analogue s'applique aussi pour les générations futures. C'est une forme de réciprocité indirecte descendante qui n'est pas destinée à une génération en particulier, qui n'a pas un terme fixe. C'est un héritage qu'on doit préserver et transmettre pour les générations futures. Alors, on pourrait dire que cette longue chaîne de coopération indirecte solutionne d'une certaine façon le problème de la non-réciprocité. Je crois que c'est une approche tout à fait plausible, tout à fait valide, mais de point de vue pratique, je crois qu'elle se bute à un certain problème motivationnel. C'est-à-dire que l'ensemble des générations sont empêtrées dans ce qu'on appelle un problème d'action collective. Ou ce qu'on réfère parfois en termes de dilemme du prisonnier. Alors, le problème d'action collective, c'est quand la coopération est bénéfique pour tout le monde, profite à tout le monde, mais où chaque agent, individuellement, a intérêt à risquer, à jouer les opportunistes, à free-rider, comme on dit. Et le problème, c'est que si tous les agents font ce raisonnement, si tous les agents se sentent rusés, évidemment, la coopération entière s'effondre. Et là, le résultat est largement sous-optimal. De loin inférieur à ce qui aurait été le résultat si chaque agent avait fait un effort pour coopérer. On ne savait pas essayer de maximiser. Alors, les générations sont prises dans un problème d'action collective, justement en raison du caractère indirect de cette coopération intergénérationnelle. Parce que chaque génération reçoit dans un premier temps le bénéfice de cette interaction,
reçoit un héritage de ses prédécesseurs, et dans un second temps, doit rendre l'appareil envers ses successeurs. Ce qui veut dire que, quel que soit le comportement d'une génération, qu'elle fasse un effort pour préserver et transmettre le patrimoine ou qu'elle le consomme, qu'elle le dilapide au complet, ça ne va rien changer à ce qu'elle a reçu dans un premier temps. Donc, la stratégie opportuniste est particulièrement tentante. Puis bon, je crois qu'on peut aussi se tourner vers certaines études en psychologie sociale qui éclairent les facteurs qui accentuent une certaine faiblesse de la volonté. C'est pour ça que je parle d'acrasie générationnelle. Il y a plusieurs études sur la paresse sociale, ce qu'on appelle le social loafing. Quand des individus s'adonnent à une tâche collective, souvent ils font un effort. Leur effort est moindre que s'ils s'étaient adonnés à la même tâche, mais individuellement. Et parmi les facteurs qui accentuent la paresse sociale, il y a le fait, par exemple, de ne pas être puni si votre effort est restreint, de ne pas être récompensé si votre effort est important. Aussi, un autre facteur qui accentue la paresse sociale, c'est s'il n'y a pas interaction avec les autres personnes qui participent à la tâche collective. Alors, ce sont des facteurs qu'on retrouve aussi dans le contexte intergénérationnel. Encore une fois, comme je le disais, une génération n'est pas punie ou n'est pas récompensée si elle fait sa part dans la coopération ou si elle resquille. Et une génération n'interagit pas avec la grande majorité des générations. Elle interagit avec ses prédécesseurs, ses successeurs immédiats, mais c'est tout. Et puis ensuite, un autre facteur qui peut expliquer aussi cette acrasie générationnelle, c'est ce qu'on peut appeler la diffusion de la responsabilité. Les études sur le bystander effect, l'effet du témoin, ont largement montré que plus une responsabilité est diffuse, plus ça affecte négativement nos attitudes prosociales. Et dans le cas intergénérationnel, on pourrait dire que ce sont par exemple plusieurs générations qui sont responsables de la crise environnementale. Ce sont quelques facteurs qui donnent un peu plus de substance à ce problème d'action collective, qui montrent que bien que la réciprocité indirecte descendante soit plausible, elle fait face à certains problèmes pour motiver les générations à agir équitablement. Alors, on pourrait me répondre qu'en fait, c'est un faux problème pour une raison toute simple, c'est qu'on interagit bel et bien avec nos successeurs immédiats. Nos successeurs immédiats, ils sont là, ils ont un visage, on a des liens affectifs avec eux, on interagit avec eux. Alors, eux, ils peuvent nous mettre la pression, ils peuvent nous forcer à coopérer. Je crois que c'est une réponse tout à fait valide, mais c'est une solution limitée. C'est une solution qui est éclipsée dès qu'on prend en considération le problème des bombes à retardement. C'est-à-dire les actions dont les effets sont reportés dans le temps. Alors, si la génération actuelle met une bombe sous terre qui va exploser seulement dans 1000 ans, nos successeurs immédiats sont dans la même situation que nous d'un point de vue motivationnel. Ils n'ont aucun incitatif à faire un effort particulier pour désamorcer cette bombe. C'est un exemple qui peut paraître un peu théorique, un peu abstrait, mais en fait, si les générations actuelles veulent... Le principal défi que les générations actuelles doivent relever si elles veulent agir véritablement vis-à-vis des générations futures, c'est les changements climatiques. Et les changements climatiques, c'est en grande partie une bombe à retardement. C'est-à-dire que les effets les plus graves des changements climatiques seront fort probablement subis par des générations futures plus éloignées. Je ne veux pas insinuer que les changements climatiques, c'est une menace future. Hein. On en subit les effets dès maintenant, surtout les populations plus défavorisées. Mais considérant, disons, si on peut prévoir certains effets de cascade ou certaines boucles de rétroaction qui vont se passer dans le futur, disons qu'il y a une certaine probabilité que les effets les plus graves, vraiment les plus dramatiques des changements climatiques seront subis ni par nous, ni par nos successeurs immédiats, mais par les générations futures plus éloignées. Alors, le verdict final pour ce qui est de l'approche de l'endettement générationnel, de la réciprocité indirecte descendante, à mon avis, doit être un verdict assez critique. Parce que, comme je l'ai dit ici, pour résumer, si la source de notre obligation, c'est le bénéfice qu'on a reçu dans un premier temps des générations antérieures, et que le principal bénéficiaire de notre effort est G4, c'est-à-dire une génération avec laquelle on interagit aucunement, qui n'a aucun visage pour nous, dont on ignore tout des préférences, de l'identité, etc. Alors, il y a de bonnes chances qu'il y ait bel et bien acrasie générationnelle.
je crois que c'est une raison suffisante pour chercher une autre alternative, une autre façon de désamorcer le problème de la non-réciprocité entre les générations. Et c'est ce que je veux faire pour la fin de ma présentation, à la suite de ma présentation. Je crois que malgré les apparences, on peut quand même déceler certaines formes de réciprocité directe entre les générations éloignées. C'est-à-dire que, malgré les apparences, les générations futures, même éloignées, nous apportent bel et bien quelque chose, nous procurent bel et bien bénéfice. Et donc, il y a une certaine forme d'échange, une certaine forme d'interaction suffisante pour enclencher l'exigence de réciprocité. Alors, la première piste de solution qui va en ce sens, c'est une piste de solution qui se penche sur le financement des retraites. Ça, c'est un argument largement inspiré d'un article de Joe Heath qui date de 2013. L'idée est la suivante. Oui, nous sommes vulnérables dans la première période de notre vie, dans l'enfance, mais nous sommes aussi, nous souffrons d'une certaine vulnérabilité pendant le troisième âge. Ça peut être une vulnérabilité physique ou psychologique, mais aussi financière. Parce que c'est très difficile de prévoir par soi-même combien de ressources on aura besoin, combien de ressources on doit mettre de côté pour nos vieux jours. Il y a de bonnes chances qu'on en mette trop ou trop peu. A fortiori, depuis, si on tient compte de l'évolution rapide de l'espérance de vie depuis le début du 20e siècle. Alors, il y a un mécanisme assurantiel entre les générations qui est très efficient pour pallier ce problème, c'est celui des retraites par répartition. Alors, un système de retraite par répartition, c'est quand les travailleurs d'aujourd'hui financent une bonne partie des retraites des pensionnés d'aujourd'hui, et quand eux, ils seront à la retraite, ils vont subir le même traitement de la part des nouveaux travailleurs qui vont financer une partie de leur retraite, etc. Alors, ça permet de minimiser l'incertitude quant à la quantité de ressources qu'on a besoin pendant le troisième âge. Et l'idée qui est importante ici, c'est que ce type de mécanisme de solidarité entre les générations présuppose la coopération des générations futures, même éloignées. Parce que, si aujourd'hui, prenons le petit graphique, si G2 finance une partie des retraites de G1, c'est parce que G2 peut compter sur la coopération de G3 quand G2 sera à la retraite. Et si on peut compter sur la coopération de G3 quand G2 sera à la retraite, c'est parce qu'on peut supposer que G3 pourra compter sur la coopération de G4 quand G3 sera à la retraite, etc., etc. Alors, c'est un peu contre-intuitif comme raisonnement, mais c'est une forme de réciprocité indirecte ascendante qui ne pourrait pas fonctionner si on savait qu'à un moment X, une génération mettrait fin à ce système de coopération. Autrement dit, si on savait que dans 3 ou 4 générations, on allait abandonner ce mécanisme social, ça provoquerait l'effondrement de la coopération, de ce système de coopération. Alors, je crois que c'est un argument tout à fait pertinent pour montrer en quoi, d'une certaine manière, on dépend des générations futures. Mais reste que si je me suis écarté de la réciprocité indirecte descendante pour des raisons motivationnelles, on peut aussi être un peu perplexe quant à la force motivationnelle d'un argument de ce type. J'imagine mal, dans le débat public, convaincre les gens d'agir plus équitablement vis-à-vis des générations futures à cause de nos retraites. C'est tout ce que je veux dire pour cet argument. Si vous voulez, on y reviendra dans la discussion. Mais je crois que étant donné justement que c'est peut-être un argument un peu faible d'un point de vue motivationnel, on doit encore se tourner, à mon avis, vers une autre piste de solution. Alors, cette piste de solution, c'est celle que j'appelle la conception élargie de la réciprocité entre les générations. Et pour élargir cette conception de la réciprocité intergénérationnelle, on doit, dans un premier temps, élargir la conception même de la coopération sociale. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, on est dans une situation de dépendance mutuelle et on coopère pour produire tous les biens qui nous permettent de mener une vie satisfaisante, etc. Mais ces biens, ce ne sont pas seulement des richesses matérielles. C'est aussi un ensemble de biens culturels, symboliques, etc., qui sont tout autant essentiels pour mener une vie satisfaisante. Et en mettant... pour prendre la fable de La Fontaine, c'est une façon de dire que c'est pas seulement la fourmi qui contribue au surplus coopératif, c'est aussi la cigale. Alors, en mettant l'accent sur ces biens immatériels, sur les biens symboliques, culturels, etc., ça nous permet de voir quelle est la contribution tout à fait singulière des générations futures. Alors,
les générations futures nous apportent ce que j'appelle un horizon de sens. Alors, l'idée, c'est que la plupart d'entre nous avons ce qu'on appelle des intérêts d'ordre supérieur. Alors, on entreprend toutes sortes d'activités, de projets qui ont une valeur, entre autres, parce qu'ils s'inscrivent dans la durée. Autrement dit, leur valeur, à nos yeux, ne dépend pas entièrement de leur pleine réalisation au cours de notre vie. Alors, bon, pour donner chair à cet argument, souvent je me prends moi-même en exemple. Je travaille en philosophie politique et je considère que ce que je fais a une certaine valeur à mes yeux, notamment parce que mon travail s'inscrit dans une tradition de pensée critique vieille de plus de 2000 ans et qui va continuer longtemps après ma mort. Mais on pourrait appliquer le même type de raisonnement aussi pour des activités artistiques, aussi pour des projets de recherche biomédicale pour trouver un nouveau traitement contre une maladie grave. On pourrait dire la même chose aussi pour certains projets de société, comme celui de rendre la société plus juste ou celui de faire d'une province un pays, par exemple, pour un projet nationaliste. Évidemment, j'ai l'exemple de la souveraineté du Québec en tête. Alors, comme je le disais, ce type d'intérêt d'ordre supérieur dépendent de la durée, s'inscrivent dans la durée. Donc, dépendent d'une certaine manière de la postérité. C'est aussi le type de conclusion à laquelle parvient Samuel Scheffler dans son livre récent Death and the Afterlife. Bon, il l'exprime différemment. Et il passe par, il passe par des expériences de pensée apocalyptiques. Il nous demande d'imaginer comment on pourrait valoriser ce qu'on valorise dans nos grands projets de vie si on savait qu'après notre mort, l'humanité était vouée à disparaître. En fait, il s'inspire du roman de P.D. James, Children of Man, Les Fils de l'Homme. Ils en ont fait un film, je crois, dans les années 2000.